C'était pour mes 40 ans. Et en fait, c'était le résultat de toute mon histoire, de mon enfance, de ma maman qui était malade durant toute la partie de mon enfance et mon adolescence, et qui dans sa jeunesse a eu la chance de vivre pendant 2 ans aux États-Unis, et qui quand on était jeune, voilà, nous montrait les diapositives de ses voyages aux États-Unis, et donc me faisait rêver avec ses passages dans New York, avec Central Park, avec les gratte-ciel, avec toute cette effervescence, et voilà, cette ville qui fait tant rêver. Bon, ça m'amuse un peu, mais c'est vrai que quand je suis arrivé à New York, et c'est quand même la première fois que je voyais d'autres gars aussi costauds ou plus costauds que moi. Donc d'habitude, quand je suis sur une course, un 10 km, ou encore plus sur un trail, et que je vois les autres concurrents qui sont affûtés comme des lames de rasoir, je sais déjà dès le début quelle est ma place. En général, c'est la dernière. Mais là, bizarrement, quand on est dans une course comme ça, et que aux États-Unis, il y a aussi des grands gabarits, il y a aussi des gens. On parlait tout à l'heure de ce type qui a fait la course sur les mains. Voilà, il y a pas de limite en fait. Et si ce n'est que moi, j'ai quand même la notion de sport, j'ai quand même la notion de compétition. Et donc, du moment où j'ai un dossard, j'ai envie de relever un petit challenge. Ce que j'attendais de cette course, c'est de vivre mon rêve, quoi. Et j'ai pas été déçu de ce côté-là. C'est à la fois, moi, quand je fais une course, c'est un petit peu un moyen pour moi de régler mes comptes avec moi-même. Hein, on parlait de Dark Vador tout à l'heure, et c'est vrai que moi, voilà, c'est souvent en course que je règle mes problèmes avec mon côté obscur. Et là, pour celle-là, c'est vrai que j'avais beaucoup de choses à régler, il y a énormément de choses qui sont passées dans ma tête durant cette course. Ça a été un tournant. Je peux le dire maintenant, ça a été un tournant dans ma vie. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à vous tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes de Course Épique. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les 3 meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcast, et enfin, en parler largement autour de vous, sur les réseaux sociaux ou même dans la vraie vie, même si c'est assez difficile en ce moment. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Pour notre épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Machet, une figure du paysage running et trail running français, que vous avez peut-être déjà croisé sur les réseaux sociaux, ou pourquoi pas sur une course. Vincent est un coureur amateur hors gabarit, comme il se décrit lui-même, qui vit pleinement sa passion de la course à pied depuis plus de 35 ans. Il va nous accompagner aujourd'hui dans la réalisation de son rêve de gamin, courir le marathon de New York, qui au-delà du seul intérêt sportif de la course, revêt une dimension très symbolique pour lui et qui va marquer sa vie au fer rouge. Plongez avec moi dans ces échanges avec Vincent, des échanges empreints d'humanité, de sensibilité, d'amour inconditionnel de la course à pied et de beaucoup de détermination. Mais je ne vous en dis pas plus. Vincent va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, le rêve américain. Bienvenue sur Course Épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute! Bonjour Vincent, bienvenue dans ce 24e épisode de Course Épique, comment vas-tu ? Très bien, merci de m'accueillir sur Course Épique, ravi de découvrir ce format. Eh bien, ravi d'échanger avec toi. Avant qu'on parle plus spécifiquement de ta pratique sportive, Vincent, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs ? Bien sûr, alors ceux qui me connaissent, c'est Vincent Machet. Mon surnom, c'est Vince. J'ai 50 ans, je suis père de famille, voilà, père de trois très beaux enfants, et marié à une charmante épouse. Voilà, je suis coureur depuis mes 15 ans, je crois. Voilà pour le bref résumé de ma carrière.
Et est-ce que tu pourrais nous parler de tes premiers pas dans le sport lorsque tu étais enfant ou ado? Quelle place tenait le sport dans ta vie à ce moment-là? Alors j'ai toujours pratiqué du sport en général. Mon père m'avait inscrit d'abord au foot. Tu sais, à Marseille, c'est ce qui est inévitable de savoir jouer avec un ballon, avec ses copains. Donc j'ai commencé par le foot. J'ai fait beaucoup de rando et de vélo avec mon père aussi. Et puis c'est un petit peu par hasard qu'à l'âge de 15 ans, je me suis mis des baskets aux pieds et je suis allé courir en fait. On va dire grâce à un film au départ. Qui était? Tout simplement Rocky 4. Voilà, pour être très précis. C'est-à-dire qu'en allant voir le film comme un bon ado que j'étais, j'ai été pris par le côté entraînant, la musique, l'effort. Voilà, ça correspondait à une phase de ma vie où j'avais envie, voilà, de me dépasser, de faire des choses un petit peu voilà, un petit peu folle, un petit peu sportive, un petit peu énergique et voilà, ça me correspondait bien comme à beaucoup d'ados, je pense à cette époque-là et j'ai été pris par la musique et donc j'ai commencé par mettre ma cassette dans un baladeur, me mettre le casque sur les oreilles et aller trottiner dans Marseille. Voilà. Rocky 4, c'est celui avec Ivan Drago qui se passe en URSS, c'est ça? Alors je m'identifiais à la fois un peu à Stallone mais à la fois un peu à Ivan Drago, tu vois, le grand, grand colosse, voilà, je suis un peu blond, tout ça, donc voilà, j'avais un peu, on s'identifie un peu, voilà, aux héros qu'on trouve, notamment au cinéma. T'avais l'option Stallone, soit aller soulever des bouts de bois et courir dans 1,50 m de neige, comme lui il peut faire de façon un peu artisanale, et puis Ivan Drago qui était supporté par un staff de médecins, des machines, enfin voilà, c'était deux styles de confrontation de styles. Exactement, mais j'aimais les deux, en fait, donc j'aimais le côté technologique, mécanique, voilà, l'espèce de bête russe froide, et en même temps, j'adorais le style à la Rocky, à l'ancienne. Voilà, puis il y avait déjà un peu de trail à l'époque puisqu'il partait en courant, il grimpait une montagne plus vite que Kylian Jornet, donc voilà, ça me faisait triper à l'époque. Il sait tout faire, Rocky. Et est-ce que tu peux nous raconter justement ton rapport à la course à pied quand tu as commencé? Est-ce que tu l'envisageais vraiment comme un passe-temps? C'était un indispensable équilibre, une opportunité de te prouver des choses ou une activité parmi d'autres? Enfin, comment se sont passés ces tout débuts en fait? Quelle relation tu avais avec ce sport-là? Tu as touché du doigt déjà plusieurs sujets, c'est-à-dire que ça a été vite une passion qui a remplacé en très peu de temps toutes les autres. J'ai continué bien sûr à jouer au foot, j'ai continué à faire du vélo, j'ai continué à faire plein d'autres choses, j'ai fait de l'escalade. Mais en fait, le fil rouge de ma vie sportive, déjà à l'époque, ça a été très rapidement la course à pied, sur route bien sûr. Et puis c'est aussi devenu très voilà une sorte d'addiction et bon, je vais pas dire une hygiène de vie parce que mais comme j'étais déjà très costaud à l'époque, je m'en servais un petit peu pour être en forme et me sentir bien et entre guillemets fort. Voilà. Quel accomplissement tu trouves toi aujourd'hui dans la pratique de la course à pied? En d'autres termes, pourquoi tu cours? Pourquoi je cours? Pourquoi on court? Ça, c'est presque une question philosophique. Ouais, je pense qu'elle l'est. Oui. Alors, je pourrais te répondre que qu'à une époque, j'ai cru que je courais pour perdre du poids. Ça aurait pu être le cas. J'y ai cru à un moment, et en fait, pas du tout. Je pouvais, je pouvais croire aussi à un moment que je courais simplement par goût de l'effort, par envie de me dépasser, et ça existe, c'est le cas, mais en même temps, c'était pas, c'est vite allé vers autre chose. En fait, j'ai eu je crois, un besoin de liberté, un besoin de m'épanouir, de voir un peu la vie autrement, et c'est rapidement avec la course à pied, en fait, que je me suis aperçu que c'était possible. Je le trouvais pas forcément par exemple dans la marche, dans la randonnée, ni dans le vélo, ni dans d'autres sports, ni les arts plastiques parce que j'ai toujours dessiné et je pensais pouvoir un jour m'épanouir complètement dedans. Ça n'a pas été le cas. En fait, c'est grâce à la course à pied que je me suis senti libre, tout simplement.
Comment est-ce que tu définis aujourd'hui tes objectifs de course? Est-ce que tu as besoin de rythmer ta vie en fait par des rêves que tu te donnes les moyens de réaliser? Comment est-ce que tu structures tout ça? Comment tu fonctionnes en fait? Je fonctionne au rêve. De toute façon, moi, je suis une machine à rêver, une machine à projeter. Alors, j'ai pas réalisé le tiers du quart de tout ce dont j'ai rêvé, mais oui, j'ai des rêves et ils sont souvent liés à des aventures, à des choses que j'ai envie d'aller voir, à des sommets que j'ai pas encore atteints, à des destinations lointaines que j'ai envie de découvrir, des déserts que j'ai jamais foulés et ça grâce à ma passion pour la course à pied finalement, je me projette et je me donne des petits défis, des petits rêves à atteindre, alors à mon niveau bien sûr. Est-ce que tout ça, c'est un héritage de ton éducation, cette façon de fonctionner? Est-ce que tu as été élevé dans cette logique-là d'accomplir ses rêves et te donner les chances de vivre pleinement tes objectifs, quels qu'ils soient? J'ai eu la chance d'avoir un papa qui était amoureux de la nature, amoureux de la randonnée, qui aimait aussi le sport, qui m'a fait découvrir le vélo, ce qu'on appelait le cyclotourisme, hein, c'est-à-dire c'est pas le vélo à fond la caisse sur les routes, ni le côté un peu triathlon, tout ça, mais c'était plus d'aller faire 150 bornes dans la journée, d'aller monter un col, mais tranquillement à notre rythme. Voilà, donc j'ai eu ce papa qui m'a donné le goût de l'effort, le goût du sport, le goût de la nature, et ça ça fait partie de mon ADN, ça fait partie de mon éducation. Et comme de l'autre côté, j'avais une maman qui avait des problèmes de santé, ça me permettait aussi de sortir de mon quotidien et donc c'est vite devenu quelque chose qui est rentré complètement dans ma façon de vivre en fait. Malgré une réticence initiale, tu t'es lancé un peu plus franchement dans le trail depuis 2012. Est-ce qu'aujourd'hui le trail il a pris le pas sur la course sur route dans ton cœur ou est-ce que tu as besoin des deux? J'ai besoin des deux. J'ai besoin des deux parce que on va dire que le trail a un peu pris le pas parce que pour des raisons aussi pratiques, c'est que les impacts en trail sont peut-être un peu moins importants que en course sur route. Et comme je fais partie des hors gabarits de ce sport, avec une corpulence au-delà de la moyenne, mon corps souffre quand même un peu moins en trail et donc il y a aussi un côté un peu pratique qui fait que j'aime le trail. Et puis ça m'a réconcilié tout simplement avec la randonnée puisque j'étais fan de rando. Et donc en faisant du trail finalement j'associe à la fois le plaisir de la course à pied dans les descentes et le plaisir de la rando dans les montées. Donc mais j'aime toujours la course sur route, j'aime le bitume, j'aime avancer avec mon esprit qui s'égare on sait où et les lignes droites me font pas peur et voilà. Donc les deux pour moi sont essentiels à ma pratique. Tu l'as évoqué, tu as un profil que tu as qualifié de hors gabarit. Est-ce que ça change des choses dans ta pratique? Est-ce que tu dois porter une attention particulière physiquement à ce que tu entreprends? Et voilà, qu'est-ce qui fondamentalement est différent, s'il y a des choses différentes? C'est pas que je porte une attention particulière, c'est que je porte déjà un poids qui est d'ailleurs à la moyenne. Donc en fait, je porte une attention particulière parce que je porte un poids supérieur à la moyenne. Et donc évidemment ça modifie la façon d'envisager ma pratique du sport puisque je suis obligé de m'adapter aussi à ma corpulence et d'adapter mes courses et ma façon de courir à mon embonpoint. Est-ce que tu peux nous raconter la façon dont s'organise une semaine type pour toi et la façon dont tu fais coexister à la fois la course à pied et puis ta vie professionnelle, ta vie de famille? Quelle place trouve la course aujourd'hui dans ton quotidien? Bon, là, on est dans une période évidemment très particulière depuis plusieurs mois, mais comment est-ce que de manière générale tu vis la course à pied au quotidien? Alors j'ai toujours la notion de plaisir qui doit être importante, donc je me fixe pas d'objectif de sortir à tout prix, faire ma sortie quotidienne. Voilà. Alors j'en fais beaucoup, mais je limite mes sorties aussi à des sorties quelquefois de 45 minutes, 1 heure, pas plus, pour pas me blesser aussi. Mais en tout cas, j'essaie d'avoir une fréquence de 5 entraînements par semaine minimum.
Quelquefois, ça peut être tous les jours. Quelquefois, ça peut être 2 fois ou 1 fois dans la semaine. Ça peut m'arriver aussi dans le moment où j'ai moins envie. Et c'est lié au fait que tu aies des courses ou c'est plus ton envie du moment où tu t'écoutes beaucoup et finalement tu vis tes semaines un peu au feeling? Ouais, je m'écoute beaucoup. Je vis un peu au feeling. Ça fait partie de ma vie. Je n'en fais pas forcément un besoin de m'entraîner pour obtenir un objectif, pour atteindre un objectif, hein, que ce soit pour le poids, que ce soit pour le physique. En effet, quand il y a une course que je me suis quand même programmé pour aller chercher aller finir une course, puisque moi l'objectif toujours dans une course c'est de la finir, c'est pas forcément le chrono, mais pour une course assez importante, je vais quand même fixer des entraînements réguliers pour arriver le jour même prêt. Hein. Je pense que pour toute course, quand on veut l'atteindre, il faut quand même un petit peu se préparer, même pour une petite course. Tu es également très investi, Vincent, dans des structures associatives. La première, l'Épuisette à Étoiles, c'est une asso qui offre pour améliorer le quotidien d'Héloïse, qui est atteinte de leukodystrophie, qui permet de lui donner accès à des équipements et des thérapies qui sont adaptés à son handicap et qui ne sont pas pris en charge. Tu as également lancé en fin d'année dernière l'association Les Enfants du Run. Est-ce que tu peux nous parler de ton engagement dans ces associations, ce que ça représente pour toi? Alors, je vais être très, très honnête. Pour l'instant, ça représente pas suffisamment. Voilà. Je vais expliquer ça. C'est que ça fait peu de temps, ça fait un peu plus d'1 an que j'ai rejoint les parents d'Héloïse pour aider Héloïse au travers de l'Épuisette à Étoiles. Pour moi, c'est une chance d'avoir fait cette rencontre et de pouvoir apporter, on va dire toute microscopique notoriété dans le domaine du running pour essayer d'améliorer un peu le confort d'Héloïse. Mais là où je dis c'est minime, c'est que pour l'instant, on va dire que je démarre ma carrière associative. J'aide un petit peu quelques associations de lutte contre la mucoviscidose, où j'aide un petit peu mon club aussi d'athlétisme à Septem, mais c'est vraiment rien. C'est un peu de temps. C'est pour l'instant, je suis débutant dans le domaine caritatif, on va dire. Voilà. mais voilà, je suis passé par des événements plus jeunes qui font que j'ai envie de rendre la monnaie. Et je pense qu'à 50 ans, surtout au regard de ce qu'on vient de vivre et de ce que vit le monde actuellement, je pense qu'il est important aussi de commencer à penser à redistribuer et à donner un peu de soi pour au minimum. Moi, ce que je donne, c'est de mon souffle. Hein, quand je fais une course au nom d'une association, donc c'est pas grand-chose. Hein. Mais je pense que c'est important d'essayer de partager un petit peu maintenant que j'ai entre guillemets la maturité pour le faire. Merci beaucoup pour cette présentation, Vincent. Et on va passer désormais à notre redoutable séquence de la basket chinoise, notre portrait chinois version sportif. La première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage de fiction, qui serait-il ? Si j'étais un personnage de fiction, je serais quand même plutôt Dark Vador. C'est ton côté obscur que tu nous dévoiles pas pour l'instant ? Voilà. Un de mes surnoms, d'ailleurs, dans le domaine sur les réseaux sociaux, ça reste Vince Vador. C'est-à-dire que j'ai ma part d'obscurité, en moi. Mais tu es un Jedi quand même au fond de toi. Exactement. Et si tu étais un animal ? Si j'étais un animal, écoute, je vais te dire un dauphin, parce que je suis génération Grand Bleu, donc oui, un dauphin. Film mythique de Luc Besson. Eh oui. C'est un film qui t'a marqué dans ton adolescence ? Parce que c'est la même époque après la génération Rocky. J'allais courir et tu sais, à Marseille, on a une rade fantastique et donc le soir, quelquefois à 22h, je courais, j'arrivais sur la plage du Prado et j'allais me baigner et puis je rentrais en courant et dans l'eau, je m'imaginais voir des dauphins. Il y avait un côté assez magique à cette époque-là. La belle vie, effectivement, ça donne envie. Troisième question, Vincent, de cette basket chinoise. Est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui t'inspire particulièrement ? Oui, alors j'aurais pu dire Michel Lannes, mais il vient de prendre sa retraite, donc. Obsolescence programmée. Tant pis, Michel, c'est trop tard. On a enregistré une semaine trop tard. Je peux pas, non.
C'est ton grand copain, Michel. Oui, c'est mon grand copain, c'est un ami cher. Mais si je dois avoir quand même, quelqu'un pour qui j'ai une certaine admiration et qui m'a donné envie en tout cas, qui m'a redonné envie d'aller en montagne, c'est quand même Kilian Jornet. Et chez les dames, c'est Paula Radcliffe. Voilà, pour le dépassement, pour la course jusqu'au bout. Voilà. Donc, et puis Kilian, je l'ai découvert un peu comme tout le monde, un jour sur la couverture d'un jogging international en train de gambader sur les glaciers. Voilà, ça m'a fait rêver. Ça m'a fait rêver que je pouvais aussi aller courir en montagne comme un cabri, comme lui. Bon, si ce n'est que je suis pas comme lui, donc. Toi, t'es un dauphin. Lui, c'est un cabri. Toi, t'es un dauphin. C'est deux styles différents. Le fait qu'il m'ait donné envie qu'il m'ait fait rêver, ça a été le déclencheur. Donc bon. Tu as eu la chance de le rencontrer d'ailleurs, Kilian. Ouais, une grande chance, tout à fait. Hein, passer 24 heures avec lui, avec l'équipe de Salomon, et c'était quelque chose de, c'était, bon, je vais pas dire que c'était un aboutissement parce que bon, je suis plutôt dans mon état d'esprit, j'ai plutôt ni Dieu ni maître, donc mais je dois avouer qu'il y avait quelque chose de naturel dans cette rencontre. Il y avait rien de, voilà, j'étais simplement heureux d'être là à côté de lui et de parler de notre passion et d'échanger sur ça. Bon, je n'allais pas lui parler de mes performances, hein, c'était pas la peine, je crois. Mais c'est quelqu'un de très accessible et très très humble et disponible. Ouais, c'est tout à fait. C'est un peu l'image qu'il laisse transpirer et en fait voilà. Au premier abord, il y a pas. C'est quelqu'un avec qui on peut parler. On n'est pas obligé justement de parler du dernier chrono, du dernier. Non, il est pas dans cet état d'esprit-là. C'est vraiment quelqu'un de très nature, très humble. Voilà, donc les échanges ont été très très simples. Voilà, beaucoup de simplicité. Merci beaucoup Vincent de t'être frotté à ce délicat exercice qu'est la basket chinoise. Le moment est venu désormais de nous plonger dans ta course épique, le marathon de New York 2010. Oui. Quelques mots introductifs pour planter le décor de ce mythique marathon qu'est le marathon de New York, malheureusement annulé pour la deuxième fois de son histoire en 2020, oui. Comme beaucoup d'autres en raison de la pandémie de Covid-19. Il avait été précédemment annulé une seule fois en 2012. Oui. Et c'était à la dernière minute et c'était suite au passage de l'ouragan Sandy. Le marathon de New York, il revêt une dimension incontestablement mythique pour de nombreux coureurs. Son tracé au cœur de Big Apple et la ferveur incroyable qu'il suscite avec plus de 2 millions de personnes sur le bord de la route font de lui un marathon pas comme les autres. Plus de 50 000 coureurs y participent chaque année, le premier week-end de novembre. Un succès incroyable lorsqu'on sait que 127 coureurs, dont seulement une femme, ont participé à sa première édition en 1970, édition qui comptait seulement alors 55 finishers. À l'origine, les 42,195 km du marathon de New York étaient parcourus intégralement dans Central Park. Chaque dossard coûtait alors 1 €. Les temps ont bien changé. Le départ du marathon de New York est donné à Staten Island et débute par la traversée du pont Verrazzano pour rejoindre la ligne d'arrivée 42 km plus loin dans Central Park, un tracé qui parcourt 5 arrondissements de New York, Staten Island, Brooklyn, le Queens, Manhattan, une rapide incursion dans le Bronx avant un retour sur Manhattan et une arrivée, si tout se passe comme prévu, à Central Park, mais tu vas nous raconter tout ça, Vincent. Avant que tu ne partages avec nous ta course épique, c'est l'heure du moment tant redouté de l'épisode, la question qui pique de course épique, une question très gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. Voilà notre question qui pique du jour pour toi, Vincent. L'Américain Bob Weiland a réussi un retentissant exploit au marathon de New York en 1986 en bouclant la course en 98 heures. As-tu une idée de la façon particulière dont il a couru ce marathon ? J'ai un indice à disposition si tu le souhaites. Tu as un indice, alors attends, tu me dis 98 heures en rampant ? Presque, ouais, effectivement. Ouais, c'est quasiment ça. Il a parcouru le marathon sur les mains intégralement. Et c'est ça, donc il a mis quasiment 4 jours pour retracer brièvement sa vie. Elle n'est pas très, très heureuse, en tout cas il a été au Vietnam et en fait il a marché sur une mine qui a emporté ses jambes. Il a été même mis dans un sac zippé, on a cru qu'il était mort suite au fait qu'il ait explosé, ses jambes aient explosé sur cette mine. Mais heureusement il s'en est sorti et il est devenu pour beaucoup depuis une grande source d'inspiration aux États-Unis car en dépit du fait qu'il ait perdu ses 2 jambes, il a fini 6 marathons ainsi que les championnats d'Ironman à Hawaï qu'il a réussi à finir en moins de 5 jours. Et donc voilà, et pour revenir sur son marathon de New York, il a une citation que j'aime beaucoup et que je trouve très juste. Il a expliqué qu'il avait réussi à terminer devant 300 millions d'Américains qui n'ont jamais, eux, terminé la course. Ouais. Voilà, je trouve que c'est un bel exemple de détermination et une belle source d'inspiration aussi.
Voilà pour notre question qui pique, que tu as donc réussi à résoudre sans trop de problèmes, Vincent, bravo. On va parler maintenant désormais de ta course épique à New York. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous raconter à quel moment et dans quel contexte tu as pris la décision de t'inscrire à ce marathon de New York 2010 ? Alors, déjà, le contexte, c'était pour mes 40 ans, donc il y a 10 ans pile, et en fait, c'était le résultat de toute mon histoire, de mon enfance, de ma maman qui était malade durant toute la partie de mon enfance et mon adolescence. Pour la faire brève, elle était ce qu'on appelle névrosée chronique, et qui dans sa jeunesse a eu la chance de vivre pendant 2 ans aux États-Unis, et qui quand on était jeune, voilà, nous montrait les diapositives de ses voyages aux États-Unis, et donc me faisait rêver avec ses passages dans New York, avec Central Park, avec des gratte-ciel, avec toute cette effervescence, et voilà, cette ville qui fait tant rêver. Et puis comme il y avait la part sportive léguée par mon papa, c'était pour moi un aboutissement de pouvoir réaliser ce rêve que de venir me frotter au bitume du marathon de New York. C'est un projet que tu as entrepris seul ou tu as embarqué des amis avec toi dans ce projet ? Alors j'étais parti pour le vivre seul, parce que c'était quand même aussi une aventure intérieure. Mais j'ai embarqué ma meilleure amie qui voulait aussi me suivre dans cette aventure. Et puis ce qui s'est passé, c'est que comme j'étais suivi par une émission de télé pour la chaîne M6, en fait, la production m'a suivi aussi dans l'aventure. Est-ce que tu peux nous parler de ta préparation ? Combien de temps avant est-ce que tu as démarré ? Parce que tu peux nous en donner les grandes lignes et les aspects auxquels tu t'es toi particulièrement attaché pour te donner toutes les chances de réussir à New York. Est-ce que tu avais un encadrement spécifique autour de toi dans cette préparation ? Oui, tout à fait. Alors, c'est lié justement à cette émission de télé, c'est que auparavant j'avais fait le marathon de Marseille en 2004, et puis j'avais fait le marathon de Paris, mais pour lesquels j'étais moins préparé, que j'avais terminé. Mais par contre, les lendemains de course étaient plus compliqués, et donc voilà, j'avais quand même décidé de bien me préparer pour le marathon de New York, d'autant que suite au décès de mes parents, j'ai mon poids qui n'a jamais été très bas, est monté de façon exponentielle en quelques temps. Et donc, je me suis retrouvé 1 an avant ce marathon de New York, voilà, à un poids qui était vraiment très important, puisque je crois que j'avais atteint plus de 140 kilos. Et donc, il a fallu que je me prépare et surtout que j'essaie de perdre quelques kilos, et que, en tout cas, je sois capable d'affronter les 42 kilomètres. Donc, je me suis entouré d'une équipe de coachs sportifs qui s'appelait à l'époque SP Consulting, qui s'appelle maintenant Human Fab, qui était pas très loin de chez moi, et ça a été une superbe rencontre. Et grâce à eux, en fait, j'ai pu perdre quelques kilos. Bon, ça c'était un peu entre guillemets anecdotique, mais par contre, j'ai pu vraiment faire une préparation aux petits oignons avec en effet de la course à pied, mais j'ai découvert que il fallait aussi du renforcement musculaire, qu'il fallait du gainage, qu'il fallait de la proprioception, qu'il fallait plein de choses qui, en tout cas, allaient m'aider à passer ces 42 kilomètres plus facilement, et en tout cas à aller jusqu'au bout et à me sentir bien et à profiter pleinement. Donc grâce à cette préparation, c'est vrai que j'ai pu arriver sur le marathon, on va dire prêt, tout simplement. Et donc tu as réussi à rester discipliné sur toute cette phase de préparation. Enfin, est-ce qu'il y a eu des sacrifices qui ont été plus difficiles que d'autres à faire pendant cette période-là ? Le sacrifice qui a été le plus dur déjà, ça a été la nourriture, parce que ça n'a jamais été mon fort. Ma nutrition est liée à mes états d'âme, et comme je fais partie des hypersensibles, et
qui ont des problèmes d'obésité, parfois de boulimie. C'est vrai que c'était le plus compliqué pour moi à résoudre. Après, pour le reste, comme j'aime le dépassement, comme j'aime le goût de l'effort, comme j'aime aller pousser la machine un peu plus loin, j'ai pas eu de difficulté. J'ai souffert à l'entraînement. Voilà, ils m'ont pas ménagé, mais en tout cas, la préparation a été soutenue mais on va dire que je me suis régalé à la faire. Donc à l'issue de cette phase de préparation, que ce soit psychologiquement et physiquement, tu te sens prêt et armé? Tu as quand même une petite alerte musculaire malgré tout? Oui, tout à fait. Donc, comme en plus il y avait cette équipe de télé qui me suivait et qui voilà, j'avais envie aussi de bien faire. Voilà, on a envie, on est devant une caméra, on essaie aussi un peu de jouer avec ça, et donc je voulais bien faire. Donc c'est vrai que je m'entraînais durement, et peut-être parfois un peu trop durement, c'est-à-dire que je savais qu'il fallait pas que je dépasse un certain nombre de kilomètres heure pour éviter les blessures, parce que je me suis déjà blessé 2 fois dans les descentes de la Gineste. C'est pour l'entraînement pour Marseille-Cassis, hein, une des courses très très connues internationalement. Et que tu as pratiqué un certain nombre de fois. Un certain nombre de fois, tout à fait. Voilà, je crois que c'est 7 ou 8 fois. Et donc j'ai cette blessure récurrente qui, évidemment, avec le poids, ne s'arrange pas et qui nécessite que j'aille pas trop vite. C'est-à-dire que même si mon cardio va bien, même si mon poids est un peu descendu et que j'ai un peu plus de souffle, tout ça, il faut quand même pas que je dépasse les 9,5 km/h parce que voilà, les tendons tirent un peu, crissent un peu, et donc voilà. Et là, c'est vrai que 3 semaines avant, je crois que c'était 3 semaines avant la date fatidique, je me suis blessé. Et donc là, ça a été un coup de semonce, qui sème le doute. Et puis finalement, l'équipe m'a pris en main, on a arrêté la course. Et on a fait que de la musculation, de la renfo, du dos, on a tout travaillé, voilà, sauf la course. On embarque maintenant avec toi en direction de New York. Est-ce que tu peux nous dire la place que tient le marathon sur place? Est-ce que dès ton arrivée à l'aéroport, en fait, tu te sens gagné et grisé par la ferveur de l'événement? Est-ce que c'est déjà perceptible? Alors moi, j'étais excité à la simplicité de prendre l'avion, hein, donc donc autant dire qu'arriver sur place, quand on passe les contrôles à Kennedy Airport, moi je me sens en Amérique, quoi, comme la première fois qu'on foule le pied américain et qu'on sort des quartiers marseillais. Donc non. C'était une première pour toi, c'est ça, Vincent? Ouais, c'était une première, et j'étais comme un gamin, et quand on arrive et puis qu'on commence à approcher de nuit de New York et qu'on voit ça de ses propres yeux, et ça impressionne de suite. Donc oui, j'étais comme un gamin avec les yeux écarquillés, et je pense que les 5 jours que j'ai passés là-bas, je crois que mes plein les yeux. Ouais, mes paupières ne sont jamais baissées, en fait, je crois. Voilà. Comment est-ce que tu as occupé justement les jours qui précèdent la course? Alors c'était quand même un bon entraînement, parce que j'ai pas participé à la course internationale qui avait lieu la veille. Il y a toujours une petite course qui passe devant les Nations Unies. Les gens sont déguisés, qui est très festive, mais moi je voulais quand même me préserver. Mais en même temps, j'avais un tournage avec l'équipe, la production sur place pour M6. Donc on a fait un tour vers Ground Zero pour aller voir ce qui restait malheureusement des 2 tours du World Trade Center. Et puis je me suis promené dans Times Square le soir. Enfin voilà, on va pas dire que la préparation, je suis pas resté sur le lit de mon hôtel à attendre qu'on vienne me chercher pour partir au marathon. Donc j'ai quand même bien marché la veille. T'as tapé dans les réserves avant même la course. On est à New York, c'est impossible de faire autrement. Bien sûr. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de la façon dont se passe la nuit qui précède la course? Est-ce que tu as un sommeil apaisé? Dans quel état de tension tu es? Je suis comme une pile électrique. Mais souvent, moi, dans les cas comme ça, j'ai du mal à fermer l'œil. Je me projette. Je compare un peu
parfois cet état aux skieurs qui avant leur descente sont en train de refaire à les yeux fermés. Ouais, le cheminement mental, ouais, qui font le parcours avec leur tête, c'est ça? Et je me fais le parcours entièrement dans ma tête. Donc forcément, comme je suis plus lent que les autres, ben je peux y passer la nuit, quoi. Donc tu avais potassé le sujet, tu avais regardé en détail le parcours, qui est d'ailleurs, c'est un marathon qui est réputé pour pas être très facile. Ouais, tout à fait. Ben, il est vallonné, hein. Il y a des bons plats, mais il y a aussi des bons faux plats. Voilà. Et puis comme tout marathon, il fait 42 km, hein, et un peu plus. Donc donc il faut pouvoir les tenir, il faut pouvoir savoir à peu près voilà quand on va être dans le dur et comment on va gérer ça. Quelle stratégie de course tu t'étais fixée? Alors j'ai toujours eu la même stratégie, c'est-à-dire que moi je sais que jusqu'au semi-marathon, j'ai une foulée qui peut être la même, sauf variation de poids, puisque moi c'est forcément poids dépendant. Puisque ça m'est arrivé sur semi-marathon d'être au fracas dès le 5e kilomètre, donc il reste 15 bornes à faire dans un état qui n'est pas forcément celui qu'on avait prévu. Mais en règle générale, je sais que j'ai 20 km dans les jambes, et puis après c'est un peu, c'est pas au petit bonheur la chance, puisque c'est là que la préparation qu'on a fait en amont intervient. Mais en gros, j'ai une stratégie sur marathon qui est d'aller jusqu'aux 20-25 km à une allure pour moi intéressante, voilà, d'essayer de pas dépasser les 2h15, 2h30 maxi pour 20 km. Et puis ensuite de me donner tout le reste pour faire la suite. Voilà, donc la chance sur le marathon de New York, c'est que je crois que le temps maximum doit être de 10 heures, ce qui est très rare, hein, puisque les temps en général sur marathon, les temps limites sont de 6 heures. Donc voilà, en gros, j'avais une stratégie de 2h15 aux 20 km et j'espérais 3h30 pour le reste, pour les 22 km suivants. Comment est-ce que tu te sens sur la ligne de départ? Plutôt stressé, concentré, impatient ou frigorifié même? Ou les quatre à la fois? Alors, j'ai été frigorifié dans le village d'attente du marathon, si ce n'est que comme là aussi la production qui me suivait avait fait les choses bien, j'avais un organisateur du marathon de New York qui était avec moi et qui allait me chercher mon petit café, qui allait me chercher mon bagel, voilà, parce qu'on reste quand même très longtemps dans le village marathon avant le départ et que en novembre à New York il fait très froid. Donc oui, en effet, j'ai eu froid avant. En revanche, moi, dès qu'il fallait partir dans le sas pour rejoindre le pont, là, moi, je suis concentré. Là, il y a plus de froid, il y a plus quoi que ce soit. Je suis dans ma bulle et je vous dis, c'est un peu comme un skieur qui va partir, ou un pilote. Voilà, moi, je m'enferme dans ma course et pour moi, c'est déjà, je suis dans les starting blocks, quoi. Tu es parti de la dernière vague, hein, c'est ça? Dans le sas, Oui. dernier sas? Oui, ça m'est arrivé de partir dans les premières vagues, hein, notamment sur le marathon de Cassis où je suis invité entre guillemets en VIP quelquefois. Mais bon, déjà j'essaie d'éviter de faire une opération escargot dès le départ. Et puis ensuite je me fais doubler par des personnes qui, pour l'orgueil, n'est pas forcément la meilleure chose. Mais non, trêve de plaisanterie, je pars bien sûr comme toujours dans la dernière vague. L'équipe télé qui est avec toi, est-ce qu'elle est censée te suivre sur l'intégralité du parcours ou juste à certains points d'étape, à certains ravitaillements? Comment est-ce que c'est pensé? Alors ils avaient plusieurs caméramans qui venaient me rejoindre sur des checkpoints à des endroits où ils pouvaient rejoindre aussi la course parce que sinon évidemment les parcours sont fermés. Et donc ils m'ont suivi. Ils n'étaient pas tout le temps à côté de moi, mais ils ont eu plusieurs endroits où ils sont venus avec moi. Et y compris sur la fin du parcours où ils ont suivi il y avait un caméraman qui marchait pendant que moi je courais, quoi, en gros. Qu'est-ce que tu attends de cette course, Vincent? Alors, ce que j'attendais de cette course, c'est de vivre mon rêve, quoi. Et j'ai pas été déçu de ce côté-là. C'est à la fois, moi, quand je fais une course, c'est un petit peu un moyen pour moi de régler mes comptes avec moi-même. Hein, on parlait de Dark Vador tout à l'heure, et c'est vrai que moi, c'est souvent en course que je règle mes problèmes avec mon côté obscur. Et là, pour celle-là, c'est vrai j'avais beaucoup de choses
J'avais beaucoup de choses à régler, il y a énormément de choses qui sont passées dans ma tête durant cette course. Ça a été un tournant. Je peux le dire maintenant, ça a été un tournant dans ma vie. Est-ce qu'il y a une chose que tu redoutes ou que tu appréhendes plus particulièrement au moment de tes lancers? Là, je redoutais la blessure. Ça, c'était vu que 3 semaines plus tôt, je me demandais si j'avais pas hypothéqué mes chances d'aller à New York. Je redoutais la blessure et au coup de canon au départ, au bout de 200 mètres, j'étais encore sur le pont Verrazzano et j'ai eu une décharge dans le mollet, qui m'a fait tressauter, j'ai eu un haut le cœur et je me suis vu, c'est pas que je me suis vu m'arrêter parce que c'était pas possible, mais je me suis dit c'est pas possible, quoi. C'est pas maintenant. Ça peut pas démarrer comme ça, oui. Ça peut pas démarrer, ça peut pas se terminer sans avoir donc là, dans ma tête, ça m'est arrivé dans des moments très difficiles dans ma vie. Je me bloque, je me mets en mode commando et je sais ce que j'ai à faire et je le fais. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai réussi en une fraction de seconde à relancer la machine. Oui. Tu relances la machine, tu écoutes ton corps et surtout tu suis pas la stratégie que t'avais programmée. Donc je me suis mis en mode trottinage de base. J'ai basculé mon corps en fait de façon à être plus en appui sur la jambe qui n'était pas blessée et voilà, comme si je boitais un peu, quoi, et j'ai fait mes premiers longs kilomètres comme ça en attendant de chauffer un peu. Donc tu passes le pont Verrazzano, qui est un faux plat montant initial qui est pas tout à fait évident en guise de mise en bouche, et puis tu viens de nous le dire ensuite, tu adaptes un peu ton allure, notamment au niveau de Brooklyn, tu avances de façon prudente. Les sensations, elles sont quand même plutôt bonnes une fois que tu as réussi à te relancer, et tu atteins le semi un peu en retard sur le temps de passage estimé, mais finalement tu appréhendes plutôt sereinement la course, tu te laisses porter par tout l'environnement et la ferveur, et tu es plutôt dans une situation de contrôle, c'est ça? Oui, complètement. De toute façon, je suis concentré sur ma course, je suis concentré sur ma posture. Ça aussi, c'est important dans la préparation physique d'avant-course. J'ai fait du travail de posture pour tenir bien mon dos, parce que il faut que j'ai quand même, en portant mon poids, il faut quand même aussi que j'ai une musculature qui permette de garder tout ça le plus droit possible et de pas m'écrouler comme une masse. Donc je pense à ma posture, je pense à mon souffle, je pense à plein de choses. Et puis on est porté par l'ambiance, quoi qu'on en dise. Même si je suis dans la dernière vague, il y a encore du monde autour de moi. Il y a des gens qui courent à mon rythme. C'est une chose rare, mais ça m'est arrivé pour une fois. Et donc je suis porté par cette ambiance. Et puis on déboule dans Brooklyn. Je découvre Brooklyn. J'ai un peu les yeux aussi qui se baladent. Donc non, je vis mon rêve à fond et en même temps, je suis concentré sur ma course. Est-ce que le fait de passer le semi-marathon un peu en retard par rapport à ton plan de marche, est-ce que ça t'impacte d'une façon ou d'une autre, ou c'est assez accessoire et finalement tu es en mode adaptation continue et puis tu réajustes c'est pas un sujet en soi finalement et tu continues à te faire confiance et avancer? J'ai toujours fonctionné plus sur en fait de la gestion de course et ça m'a donné raison en trail, parce que si on fait pas de la gestion de course en trail, je crois que ça peut vite être compliqué. Mais moi non, je me suis de suite adapté, c'est-à-dire que ma stratégie et mes objectifs chrono, j'étais finalement pas là pour ça, j'étais là pour vivre ma course et je me dis toujours, tu dois terminer, sauf grosse blessure et abandon, on peut pas faire autrement, mais sinon pour moi je dois finir coûte que coûte, mais je dois finir en bon état pour pouvoir repartir le lendemain. Donc voilà, en gros, finalement l'objectif suprême entre guillemets. Mais oui, ma stratégie était foutue, mais l'important était ailleurs. C'était pas le sujet, oui. Au kilomètre 25, au passage de Queensborough Bridge, la situation commence à se corser un petit peu plus et à se durcir? Ben oui, on est au 15e mile, donc ça fait 25 km qu'on court. Et là, à Queensborough Bridge, tu vois, on se dit, super, on va traverser un pont, mais en fait, le pont, il est pas plat du tout. Donc là, on commence à ressentir les jambes lourdes, le corps qui avance moins vite. Donc déjà que je vais pas vite.
Mais alors quand on commence à sentir que ça se ralentit, c'est voilà. Pour le moral aussi, faut tenir, mais je verrouille et puis j'avance. Moi, l'important, c'est de continuer à avancer, quoi qu'il arrive. À l'image des kiss cam que l'on trouve dans les nombreux stades américains, tu déchaînes la passion soudaine d'une coureuse qui se jette sur toi. Ah oui, jamais trop tard. Qu'est-ce qui s'est passé, Vincent? Quelle est ta botte secrète? Je crois que ça s'appelle les caméras de télé. J'étais pas forcément sur mon sex appeal, donc mais là, oui, c'était un peu la scène amusante, c'est-à-dire qu'à un moment, j'avais un des caméramans qui me suivait depuis quelques kilomètres, qui faisait en plus lui des allers-retours, c'est-à-dire qu'il partait en sprint devant moi, et puis il revenait à l'OTAN, moi je le redépassais, enfin bon, il a fait quelques bons kilomètres avec moi. Et puis tout à coup, on passe devant un écran géant, et donc on se voit en train d'être filmé, enfin voilà, c'était un jeu de caméra assez marrant, et puis il y a une jeune italienne, une concurrente, qui passe à côté de moi avec un drapeau italien noué autour du cou, et puis qui voit la scène avec le caméraman et tout, et qui a dû se dire que j'étais le nouveau Brad Pitt, et qui s'est jeté dans mes bras et qui m'a embrassé, et qui est reparti. C'est ce qu'elle me disait. J'ai juste dit à mon caméraman de couper la scène au montage pour éviter d'avoir des soucis conjugaux à mon retour. Ne pas susciter de jalousie, oui. Tu arrives ensuite, Vincent, au niveau du kilomètre 30, qui est connu et souvent synonyme pour être le moment du mur en marathon. Est-ce que toi, t'en es victime? Alors, j'en ai pas été victime. En fait, comme je suis dans le dur quasiment dès le début, pour moi, le mur, c'est une sorte de progression, quoi. J'ai pas vraiment de mur. Ma fatigue me rejoint très vite dans une course. Donc je verrouille surtout je verrouille le mental. Et du fait que je verrouille le mental, en fait, j'ai pas vraiment cette notion de mur où on s'arrêterait pour marcher d'un coup, pouf, pendant 2 kilomètres avant de repartir. Non, j'ai pas ça. Je dois avouer que quand on passe la barre des 35 kilomètres, on se dit, putain, alors à la fois on se dit, ouais, il reste que 7 kilomètres, mais en même temps on se dit, ouf, il reste encore 7 kilomètres. Donc il y a un peu cet échange de messages dans le cerveau, mais bon, moi j'ai mon objectif à atteindre, et j'avance. Au début, j'avance 5 kilomètres par 5 kilomètres, et puis après, au fur et à mesure que mon corps se fatigue et que mon mental change un peu sa position, mon approche elle est différente, c'est-à-dire j'avance kilomètre par kilomètre. Voilà, mais j'ai pas eu de problème du numéro 30. Tu agrémentes ta course de petits défis, notamment un au niveau du pont qui mène au Bronx. On est à peu près au kilomètre 32 où tu vois un concurrent au loin assez costaud. Tu te lances un petit défi à ce moment-là pour mettre un peu de piment dans ta course? Ah bah écoute, tu sais, quand on met un dossard sur le vide, c'est pas quand voilà, c'est une course. Même si on est voilà, il n'y a pas de petit défi, il faut se donner des challenges, et bon, ça m'amuse un peu, mais c'est vrai que quand je suis arrivé à New York, et c'est quand même la première fois que je voyais d'autres gars aussi costauds ou plus costauds que moi. Donc d'habitude, quand je suis sur une course, un 10 km ou encore plus sur un trail, et que je vois les autres concurrents qui sont affûtés comme des lames de rasoir, je sais déjà dès le début quelle est ma place. En général, c'est la dernière. Mais là, bizarrement, quand on est dans une course comme ça, et que aux États-Unis, il y a aussi des grands gabarits, il y a aussi des gens. On parlait tout à l'heure de ce type qui a fait la course sur les mains. Voilà, il y a pas de limite en fait. Et si ce n'est que moi, j'ai quand même la notion de sport, j'ai quand même la notion de compétition. Et donc du moment où j'ai un dossard, j'ai envie de relever un petit challenge. Donc, j'ai vu ce Golgot devant moi. Je l'ai vu au loin, et j'ai dit celui-là, avant la ligne d'arrivée, il faut que je l'ai fumé. Il faut même que je l'ai fumé avant l'arrivée dans Manhattan. Donc je me suis senti pousser des ailes. J'ai dû augmenter de 0,02 km/h, mais je suis allé le chercher, je suis allé le déposer. J'étais content de moi. Et voilà, un petit sursaut d'orgueil, ça fait pas de mal. Tu arrives ensuite dans Manhattan et ses longues avenues, qui est un passage qui n'est pas très évident. Est-ce que voilà, tu puises dans tes ressources, et malgré ça, est-ce que tu arrives quand même à toujours prendre le temps de contempler et de t'émerveiller de ce qui t'entoure et de la chance que tu as de vivre ce moment? Alors,
Je l'ai, mais moins. C'est un peu... Là, faut que ça s'arrête. T'as envie que ce soit la fin de la course? Pas envie que ce soit la fin de la course, mais en tout cas, je suis concentré là maintenant sur l'objectif qui est terminé, parce que voilà, la fatigue est au rendez-vous. On approche des 40 et même s'il doit rester que 2 kilomètres, 2 kilomètres quand on est vraiment entamé, ça peut être très long, ça peut être très dur. Même 500 mètres quelquefois dans mes courses, dans certains trails, ça m'est arrivé quand il y a le public qui dit ouais, c'est bon, encore 300 mètres et t'es arrivé. 300 mètres, mais 300 mètres, ça peut être interminable. 300 mètres quand on n'a plus rien, quand on n'a plus de jus. Donc les grandes avenues de Manhattan, je les voyais, j'étais admiratif, mais j'étais moins dans le rêve et moins dans là, j'étais vraiment concentré sur là encore ma posture, garde ton souffle, gère, économise ta foulée, bon, même si c'était une foulée de pas de fourmis, hein, mais j'étais vraiment dans cet état d'esprit. Tu arrives dans Central Park aux environs du kilomètre 37 alors que la nuit commence à tomber et c'est pas franchement une partie de plaisir à ce moment-là, et quand bien même Central Park ça symbolise l'ultime phase de ce marathon. Finalement ça ressemble un peu à des montagnes russes chères à notre ami Yvan Drago dont on a parlé tout à l'heure, cette partie-là. Ouais, tout à fait. En fait, si je retourne un jour dans Central Park, je vais dire tiens, c'est rien, c'est plat, je vais pas pouvoir dire il y a des montées, mais en fait le peu de postes que j'ai senti ressemblaient à des montagnes russes pour moi, c'est-à-dire que j'avais tellement plus de jus dans les jambes que voilà, le moindre pourcentage de dénivelé, j'avais l'impression que j'avais l'ascension du Mont Blanc à faire à chaque fois que je passais une butte, quoi. Donc ouais, ça a été pénible, mais bon, une pénibilité souhaitée et assumée. Donc ça s'est fait quand même bien et dans un bon état d'esprit. On approche des dernières centaines de mètres et de l'arrivée. Toi, tu as une tradition, Vincent, c'est de donner un petit coup de boost sur la toute fin de tes courses, même si c'est l'histoire de quelques mètres. Là, il s'avère que c'est pas possible et que tu manques de jus à ce moment-là et que voilà, tu finis la course éprouvé. Ouais, bah c'est comme pour le garçon que j'ai doublé, le concurrent que j'ai doublé, ou les gens que j'ai pu doubler à certains moments. J'aime bien terminer, alors je dis sprint, mais c'est juste une accélération. Hein. Moi, à mon niveau, le sprint, ça reste très très personnel. Mais non, j'aime bien finir comme ça, de passer la ligne comme si j'étais le premier à passer. Voilà. Et puis là, pas du tout. Même à 30 mètres de la ligne, on prend le dernier virage en voyant Manhattan à côté et je vois la finish line au loin, je vois l'arche. Impossible d'aller chercher quoi que ce soit, et là je me suis dit tu termines, tu ralentis pas, tu n'accélères pas, tu finis simplement, voilà, en toute simplicité, et c'était très bien comme ça. Tu finis ce marathon de façon très sereine, tu viens de nous le dire, en 6h20. Quelle est la première chose que tu as ressentie en franchissant la ligne d'arrivée? Est-ce que tu savoures pour toi? Est-ce que tu penses à tes parents? Tu as évoqué le sujet tout à l'heure, il y avait une dimension assez symbolique aussi sur cette course-là et le lien que tu peux faire avec eux. Tu le vis d'abord pour toi ou est-ce que à qui va ta première pensée? Déjà, le postulat, c'est que on est très fatigué quand on arrive. Donc forcément, j'étais affaibli physiquement, et je pense que moralement, j'étais aussi plus sensible à ce moment-là. Et oui. La fierté a vite pris le dessus, enfin l'accomplissement, la notion d'avoir réussi quelque chose de grand. Est-ce que l'a vite arrivé ou est-ce que c'était tellement physiquement c'est ça marqué qu'il t'a fallu un petit peu de temps pour encaisser la satisfaction d'avoir réussi? J'ai pas eu cette satisfaction-là. J'ai eu l'image de mes parents qui est venue à la seconde où j'ai passé l'arche. J'ai eu l'image de mon père, de tout ce qu'on avait vécu ensemble et qui faisait que j'étais là, quoi. Donc en gros, pour moi, j'ai eu plus l'envie. Puis je les ai remerciés, c'est tout. Je les ai remerciés parce que je pense que grâce à eux, j'ai pu vivre ça. Et le fait qu'ils soient partis n'a pas empêché que, je pense, pendant la course, quelque part, ils devaient être là, quoi.
ils devaient être là avec moi et ils m'ont poussé, ça c'est sûr. Avec du recul, est-ce que ce marathon, il a tenu toutes ses promesses et s'est avéré à la hauteur du rêve que tu entretenais? Complètement, même plus parce que je crois que j'en rêve encore. Je voulais y retourner pour mes 50 ans, donc ben, écoute, 50 ans en septembre, Ça n'est que partie remise. ça n'est que partie remise. J'y retournerai et j'en ferai pas un autre. Je referai peut-être Paris avant pour me préparer, si physiquement je reviens à une forme suffisante. Mais mon objectif sera de retourner au marathon de New York. Et je le revivrai peut-être pas de la même manière. Hein. C'est pas, on revit pas les choses de la même manière qu'une première fois. C'est comme un amour. Mais non, je veux refaire ce marathon et je veux ressentir les choses que j'ai vues la première fois et voilà. Et qu'est-ce que tu ferais différemment la prochaine fois? Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment, peut-être pas d'ailleurs? Je sais pas, si ça dépendra de toujours pareil comme moi tout est déterminé par rapport à mon état de santé du moment. Si je me suis bien préparé, que mon poids me permet d'aller chercher peut-être un petit chrono, voilà, pas de rentrer dans un top 10, hein. Mais non, mais voilà. J'ai fait 6h20. L'objectif, si on se met dans un mode compétition, ça serait d'aller chercher 5h59, par exemple. Ça serait marrant. Voilà. Donc, j'ai un record perso en 5h05 à Marseille. Voilà. Si un jour j'allais chercher moins de 6 heures sur marathon, ça me déplairait pas. Ça serait, mais je sais que le jour où j'y serai, j'aurai sûrement la même stratégie de course. C'est-à-dire gérer et aller au bout et profiter. Voilà. Est-ce qu'il y a une image que tu retiens plus particulièrement? Là, on est un peu plus de 10 ans après. Si tu devais cristalliser sur une image ce marathon, est-ce qu'il y a un moment particulièrement magique? Ou c'est un tumulte et c'est un mélange de plein de moments et il n'y a pas à retenir une image plus particulièrement? Il y a eu un mélange. J'ai vécu 5 jours fantastiques à New York. Ce marathon en soi, c'était une aventure incroyable. On fait quand même la visite de la ville en 6 heures. Voilà, on visite la ville la plus impressionnante du monde en 6 heures. C'est magnifique quand même. et sans aller dans un autocar à étage. Donc, non, il y a plein d'images. Mais c'est un tout et on n'en a pas parlé, mais il y a eu de la musique tout au long de ce marathon. Alors moi, quand j'ai vécu le marathon de Marseille la première fois en 2004, il y avait des groupes de musique, mais comme j'arrivais à la fin, ils avaient déjà plié bagages pendant que je passais. Donc là, par contre, non seulement ils sont encore là pour les derniers, mais en plus la musique est bonne. On sait quand même dans le perso de la musique du monde, quoi, que ce soit du rap. Des percussions, du jazz, machin, tout au long du marathon, il n'y avait que de la bonne musique. C'était assez incroyable. L'ambiance, j'en parle même pas. Il y avait des gens qui vous encouragent, des pompiers, des flics, n'importe qui vous encourage comme si vous êtes le plus grand des champions, quoi. Donc, et pourtant vous êtes dans le fond, dans les 45 000 au fond. Donc, moi j'ai vécu une aventure. Je pourrais pas dégager une chose particulière, voilà, en dehors de l'hommage à mes parents qui est quelque chose que je mets un peu à part, mais non, c'est juste une grande aventure. A posteriori, qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile sur cette course? Sur la course elle-même, à part le début, où j'ai ce pépin au départ et je m'étais strappé, donc j'avais quand même un doute. J'ai rien de difficile, quoi. La fatigue physique, pour moi, c'est pas une difficulté. Je suis plus habitué à me battre contre mon mental, à mes problèmes psychiques, que combattre le kilométrage. Ouais, le kilométrage, le chrono. L'usure physique, ouais. Ouais, ça pèse, entre guillemets, ça pèse moins. Tu as réussi à apprivoiser ça et tu sais le gérer. Tu l'as dit tout à l'heure, Vincent, cette course, ça a été un virage pour toi. Qu'est-ce qu'elle t'a appris sur toi? Qu'est-ce qu'elle a changé dans ta vie? Alors, elle t'a donné plus confiance? Elle t'a ouvert d'autres perspectives? Qu'est-ce qu'elle
Qu'est-ce qu'elle a apporté concrètement? Elle est arrivée au bon moment. Je pense que quand on vient de perdre ses parents et qu'on a 40 ans, pile 40 ans, voilà, peut-être que c'est un peu symbolique ce passage chez les quadragénaires, mais moi, comme ça a été lié que j'ai fait le marathon à ce moment-là, c'est vrai que je suis arrivé dans ma quarantaine plus fort. Alors ça veut pas dire que ça a changé beaucoup de choses. Voilà, mes problèmes face à ma maladie, face à l'obésité, face à la boulimie, sont toujours les mêmes 10 ans plus tard. Ça, c'est le combat de ma vie. En revanche, ça m'a permis de les aborder, d'aborder mes problèmes et mes problèmes avec moi-même, avec ma conscience, de les aborder différemment, de pas attendre d'être au pied du mur parfois pour me battre. C'est-à-dire que maintenant, je suis peut-être un peu trop dans la baston en permanence, mais par contre, je sais que voilà, je suis toujours prêt au combat et je pense que le marathon m'a aidé pour voilà, toute cette préparation, toute cette gestion de la course, c'est un peu une façon maintenant pour moi, depuis ce temps-là, de me préparer pour les événements de la vie et de gérer ma vie. Eh bien écoute, merci beaucoup Vincent d'avoir partagé avec nous le récit de cette course épique qui t'a amené à te dépasser d'une incroyable façon et à vivre ton rêve, surtout au cœur de ce cadre mythique et de la ferveur populaire new-yorkaise. On va parler maintenant un peu d'avenir et tes futurs projets. Est-ce que tu as déjà des rendez-vous sportifs dans ton agenda 2021, autant qu'on puisse en avoir en cette période très incertaine où nous enregistrons l'épisode? Alors je n'en ai pas pour l'instant parce que j'ai un projet de trek en Écosse avec un ami. J'ai envie de... Et comme j'ai un peu touché à tout, j'ai fait quelques ascensions sur glacier, du trail, voilà, de la route. J'ai envie de faire encore plein de choses. Cette année particulière et mon poids est remonté il y a 2 ans à un seuil, voilà, qui est un petit peu compliqué pour ma pratique aussi. Et comme souvent, comme je ne me sers pas de la course à pied pour maigrir, mais je me sers plutôt, en fait, je me sers quelquefois juste des courses que je me prépare pour essayer de perdre quelques kilos pour être prêt. Là, je suis un peu dans ce process de me dire, voilà, pour préparer l'année prochaine, refaire un semi, retourner sur un format moyen, par exemple sur un trail en Dubaï ou le trail de Serre Chevalier pour lequel je suis parrain depuis 7 ans maintenant. Voilà, pour ces événements-là, oui, je vais me préparer et je vais essayer aussi d'aller perdre quelques kilos pour être affûté pour ces courses-là. Mais j'ai pas d'objectif. J'ai envie de retourner sur un glacier. Je désespère pas un jour d'aller faire le Mont Blanc. Et puis j'ai mes rêves de désert qui sont toujours là. Donc ça sera pas le marathon des sables parce que je pense que physiologiquement je serai jamais prêt pour cette course où les étapes à répétition sont très lourdes pour l'organisme. Mais je désespère pas d'aller en Jordanie un jour et d'aller voir Petra et de faire un trail là-bas, par exemple. Je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin, autrement dit la devise qui t'inspire ou qui te guide dans la vie. Est-ce que tu as un motto à partager avec nos auditeurs, Vincent? Alors moi, j'ai ma petite phrase simple, hein, mon petit leitmotiv, c'est no pain, no gain, no donuts. D'accord, je connaissais la première partie de ta phrase. Très bien. Voilà. Ok Vincent, écoute, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous faire vivre dans tes baskets ce marathon de New York. Bravo encore à toi pour ce très bel accomplissement. Je te souhaite vraiment beaucoup de bonheur et de réussite pour tes futurs projets, qu'ils soient sportifs ou plus personnels. Et puis je te dis à très bientôt. J'espère avoir le plaisir de te croiser prochainement sur un trail ou sur une course à Paris, à New York ou ailleurs. Écoute, merci de m'avoir permis de témoigner. Et puis voilà, comme je dis à certaines personnes que je rencontre qui sont aussi en difficulté pour d'autres raisons, qui ont des problèmes de santé ou quoi que ce soit, on ne lâche rien. On ne lâche jamais rien. Donc merci de m'avoir permis de m'exprimer. Merci à Course Épique et merci à toi. Ça a été un plaisir. Merci pour tout Vincent. À très bientôt. À très bientôt.